Bien, bonjour. Je me représente, Alexandre Sagala, associé vice-président chez Publipage. Écoutez, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de marketing relationnel. Plus précisément, comment augmenter l'engagement et la fidélité de vos clients grâce au marketing relationnel. Donc, un peu la présentation, on va axer ça très étude de cas, très cas pratique. Le but, ce que je voulais faire dans le fond, c'est vous présenter des exemples de campagnes, vous donner des idées, vous stimuler un peu pour, après ça, prendre ces idées-là, ramener ça au sein de votre entreprise, puis peut-être créer de plus belles campagnes de marketing relationnel. Donc, j'aime toujours commencer un peu mes présentations avec une définition. Inquiétez-vous pas, ça ne sera pas trop théorique, juste pour un peu placer le propos. Puis après ça, on va vraiment creuser dans des cas. Puis ça va être très interactif. Donc, marketing relationnel, c'est quoi? Pour moi, série de stratégies qu'on va mettre ensemble, des canaux différents où on va essayer de bâtir avec notre clientèle une relation, une conversation. Comme qu'on ferait en vraie vie, donc one-on-one, parler de choses avec cette personne-là très pertinentes, de choses qui sont importantes pour le client. Pour ma part, le marketing relationnel, ça ne se limite pas seulement au numérique. Okay? Je suis un gars de web, j'ai un background numérique. Ce n'est pas tout le monde dans la salle qui va être d'accord avec moi, mais pour moi, le marketing relationnel, c'est le magasin, dans le cas des commerces de détail. Ça se décline en courriel, ça se décline en site web, ça se décline en vidéo, ça se décline en plein de choses. L'important au niveau du marketing relationnel, c'est d'avoir un tout, puis d'avoir son client, de le comprendre et d'être capable de lui parler d'une manière pertinente. C'est ça le marketing relationnel. Puis vous allez voir, dans les cas que j'ai amenés, j'essaie de choisir des cas un peu diversifiés qui vont vraiment prouver un peu ce point-là. Donc, le but, à la fin de la journée, c'est de rejoindre la bonne personne au bon moment avec le bon message. Okay? Pour rendre cette personne-là contente, la fidéliser, l'engager avec notre marque, puis dans le fond, entrer en relation avec elle. Pour faire ça, on en a parlé depuis ce matin un peu en détail, il faut comprendre son client. Okay? Donc, de nos jours, vraiment, les clients ont de l'information de plein de places, plein de canaux. Donc, au niveau du marketing relationnel, il faut être capable de le comprendre. La personne de Vidéotron ce matin l'a mentionné, ils ont vraiment une structure très bien établie au niveau de comprendre le client, quel canal fonctionne le plus, quel message envoyer sur quel canal de communication au niveau du marketing relationnel. Donc, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Vous comprenez les principes. Ce que je vous ai amené, par exemple, c'est la performance de certains canaux okay, au niveau du commerce de détail. Qui est dans le commerce de détail dans la salle? Okay, ça, c'est super important pour vous autres. Okay, dans le fond, ce que c'est des statistiques au niveau canadien okay, de quel canal interagit à quelle étape du parcours du consommateur. Okay, donc, vous allez voir au début, on va parler de courriel, on va parler de display, on va parler de médias sociaux. C'est tous ces canaux-là qui vont faire en sorte qu'au niveau du marketing relationnel, on va amener notre client à soit acheter nos produits ou interagir avec notre marque. Okay? La raison pourquoi c'est important de comprendre ça, c'est que je vous montre celui des États-Unis, même industrie, commerce du détail encore, les canaux sont très différents. Okay? Vous allez voir que le courriel est beaucoup plus rapproché vers la prise de décision. Le social va se déplacer. Donc, quand on parlait ce matin de bien comprendre ses clients, bien comprendre sur quels canaux ils interagissent, c'est la preuve que ça, c'est important. Okay? Si vous ne prenez pas le temps de comprendre vos clients, quand vous allez appliquer vos stratégies ou vos tactiques de marketing relationnel, vous allez soit pas les appliquer sur les bons canaux, vous allez soit pas dire les bonnes choses ou parler aux bonnes personnes. Donc, c'est vraiment important de les comprendre. Ça va? Donc, petite statistique avant de passer aux études de cas. Il y a une étude de Forrester qui a été publiée en mai 2012 qui dit que 60% des entreprises qui utilisaient le marketing relationnel multicanal ont vu une augmentation de leurs revenus de 10% directement attribuable à ces initiatives-là. Donc, marketing relationnel, quand c'est bien fait, quand on comprend son client, ça a un impact directement sur le bottom line. Ça l'amène des revenus. Okay? Je vous ai amené 3 cas. Donc, pour ceux qui ont lu un peu la description de ma conférence, vous allez voir que j'ai fait une petite substitution. Donc, j'ai amené quelque chose, je voulais faire Steve's Music Store, Monsieur Muffler et Discount. Okay, donc, j'ai changé Monsieur Muffler pour la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis, vous allez voir, je vous ai amené une petite vidéo là, qui va essayer de vous faire pleurer. Donc, vous allez voir ça. Oh. Mais ça fait partie du marketing relationnel. Donc, c'est important d'aller chercher les émotions quand on va faire du marketing. Donc, la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est qui? 35 ans d'existence, plus de 167 millions de dons. Donc, c'est une des plus grosses fondations dans la région de Montréal.
d'un OSBL. Okay? Donc, puis c'est une institution qui avait tendance à être très, très traditionnelle. Okay? Donc, ils ont basé beaucoup de leur succès de la récolte de dons sur leurs initiatives papier. Okay? Ils étaient dans un mode où la Fondation de l'Institut de cardiologie devait un peu se renouveler, chercher à aller chercher des nouveaux donateurs puis à se différencier. Donc, les défis de la Fondation, juste pour vous donner un petit peu un contexte, comme je vous disais, la Fondation de l'Institut de cardiologie, gros succès, mais difficulté à se renouveler. Okay? On s'entend aussi que quand on fait un don à un organisme, un USBL, on le fait souvent avec un impact émotionnel. Si on va donner une fondation pour le cancer, souvent c'est quelqu'un qui est près de nous qui a eu le cancer, notre mère, notre père, notre famille. C'est la même chose pour l'Institut de cardiologie. Donc, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'utiliser le marketing relationnel pour jouer un peu sur l'aspect émotionnel puis aller chercher des nouveaux donateurs. Okay? Ils ont déployé différentes initiatives, puis c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, première chose, ils ont défini 4 axes de communication. Okay? Soins, recherche et prévention. Puis ils ont vraiment focusé tout leur message, toute leur segmentation sur ces 4 axes-là. Okay? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris leur base de données puis ont été chercher les gens, dans le fond, qui avaient des donateurs actuels pour essayer de comprendre c'était qui ces gens-là, okay? Puis d'essayer de répliquer leur pattern. Un peu des concepts de tantôt qui a été expliqués au début de la journée. Prenons ceux qu'on comprend, okay? Qu'on comprend en tant que donateur, qu'on sait qu'ils vont donner, puis faisons des copies qui vont nous permettre de répliquer un peu l'aspect des dons. Deuxième chose, identifier des nouveaux segments de clientèle à haute valeur ajoutée, soit des gens qui ne participaient pas aux événements mais qui veulent participer maintenant. Donc, vraiment encore faire une segmentation qui va permettre d'accélérer les dons. Puis développer des nouveaux canaux de commercialisation, dont, dans leur cas, les courriels. Donc, le petit vidéo, c'est la première initiative qu'ils ont mis en place. Okay? Donc, ce vidéo-là, ils l'utilisent à plein d'escients. Okay? Ils vont l'utiliser, par exemple, dans des communications de courriel. Ils vont les utiliser sur leur site web, lors d'événements. Moi, je l'utilise pendant ma présentation. Donc, c'est tout vraiment pour aller chercher le contact émotionnel, l'aspect relationnel. Puis, vous allez voir, la vidéo, il est très, très bien fait. Donc, je voulais jouer ça. Ça dure à peu près 2 minutes 15. Puis, après ça, on reparlera un peu des différentes autres initiatives là, qui ont été faites pour la Fondation. Jean n'avait pas de problème cardiaque du tout. Alors, ça a été la surprise lorsqu'il s'est effondré à terre. Moi, j'étais à la maison un samedi matin, tranquillement. J'ai bricolé dans mon garage et tout s'est arrêté, comme ça. Le médecin à Pierre Boucher a diagnostiqué un virus. Le virus de la grippe, l'influenza, tout à fait traditionnel, en fait, j'ai pas eu la grippe. Le virus est attaqué directement au cœur. Je suis arrivé au centre hospitalier Pierre Boucher vers midi le matin, le samedi matin. Et à 5 heures, j'étais sur la table d'opération à l'Institut de cardiologie. Entre midi et 5 heures, ils m'ont réanimé 7 fois. Donc, j'étais vraiment très près d'y laisser ma peau, comme on dit. Ce qu'on m'a dit, c'est « Madame Gravel, on ne sait pas si on va être en mesure de sauver votre mari. La seule façon de le soigner, c'est de lui mettre un cœur mécanique en attendant un donneur. » Je ne comprenais pas ce qui se passait, là. Il était en pleine forme la veille. Et puis là, tout à coup, c'était un cauchemar. Se faire enlever un cœur, c'est pas banal. Hein? Alors oui, j'étais inquiet, mais j'avais une grande confiance. Honnêtement, j'avais réussi à survivre le virus. Alors, je pense que j'avais encore une place, un rôle à jouer. J'ai 3 filles qui s'appellent Marie-Pascale, Anne-Sophie et Clara. Elles avaient respectivement 10 ans, 7 ans et 2 ans lors de mon accident. C'était un peu étrange en dedans, là, de ne pas avoir un père comme les autres pendant un certain temps. Je me demandais vraiment s'il allait survivre à tout ça. Là. Et tout de suite, à la sortie des soins intensifs, il y avait 3 donneurs potentiels pour lui. Il y a 10 ans, j'aurais probablement survécu, mais pas nécessairement dans les mêmes conditions. Alors, la pompe mécanique que j'ai obtenue, qui m'a été implantée, j'étais le premier à l'avoir à l'Institut de cardiologie. Elle a été achetée quelques semaines avant mon accident par la Fondation de l'Institut de cardiologie, au cas où. Merci d'avoir gardé mon papa en vie. Merci d'avoir gardé ma famille intacte. Merci.
Donc, ça, c'est la vidéo de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il n'y a personne dans la salle qui peut être indifférent à ça. Okay? Puis ça, bien, dans le fond, ça fait partie de leur stratégie de marketing relationnel, d'aller chercher des dons avec des gens, pour qu'on aille chercher la communication avec les personnes pour pouvoir faire en sorte qu'ils peuvent sauver plus de vies. Okay? Parce que dans leur cas, à eux, on s'entend qu'une compagnie comme Discount, qui loue des voitures, ne peut pas faire une vidéo comme ça qui va essayer de faire pleurer les gens. Mais dans le cas de l'Institut de cardiologie de Montréal, ça fonctionne parce qu'ils ont compris c'était qui leur clientèle, ils ont compris comment leur parler, puis ils ont compris qu'est-ce qui faisait résonner la fibre émotionnelle. Okay? Donc ça, c'est une de leurs tactiques qu'ils vont utiliser, qui fonctionne très bien. En passant, il va y avoir un chapeau en sortant pour la Fondation, si jamais vous voulez faire des dons. Deuxième chose qu'ils ont mis en place, la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est une stratégie de communication par infolette. Okay? Donc, habituellement, eux communiquaient beaucoup par lettres adressées. Puis, ils ont commencé à décliner, quand ils ont fait l'analyse de leur base de données, ils ont commencé à identifier des segments porteurs, dont notamment des gens qui étaient des ex-patients versus des patients actuels. Okay? Donc, ils ont commencé à créer des séries de communications qui vont parler aux patients différemment des non-patients. Okay? Il va y avoir, par exemple, dans la version patient, une présence très, très humaine, le témoignage vidéo que vous venez de voir. Il va y avoir des invitations ou des speeches de médecins qui vont être présents, des témoignages d'ex-patients, pour encore là rentrer en relation avec les patients et les ex-patients pour pouvoir dire bon, notre cause est importante. Ils ont créé aussi, en étant une fondation, il ne faut jamais qu'ils oublient qu'ils ont un devoir de prévention aussi. Donc, c'est bien recevoir des dons, mais aussi, on ne veut pas nécessairement qu'il y ait plus de gens avec des problèmes cardiovasculaires. Donc, ils ont un devoir de prévention. Ils ont créé une infolette ou une série de communications pour côté prévention. Celle-là, elle va être axée vers le sport, vers comment bien se nourrir, bien manger. Puis encore là, vous voyez, ils ne vont pas parler de la même façon à quelqu'un qui est un ex-patient ou un patient de quelqu'un qui font de la prévention. Okay? Donc, quand on fait du marketing relationnel, bien connaître son client, puis adapter les mécanismes puis le message qu'on va faire, ça devient très important. Courriel personnalisé, augmentation de taux de clic 14 taux de conversion de 10 Donc, quand on personnalise ces courriels, quand on parle d'une manière pertinente avec les gens, okay, parce que la personnalisation, souvent les gens vont dire, bon, bien, j'ai marqué bonjour à Alexandre dans le courriel, bien, c'est personnalisé. Mais ce n'est pas ça la personnalisation. Il faut pousser plus loin, personnaliser le courriel, le contenu du courriel, puis le rendre pertinent avec les gens okay, avec qui on parle. Donc, eux, dans leur cas, vraiment, leur stratégie pour la Fondation au niveau du marketing relationnel, c'est focusser sur l'acquisition, segmentation, personnalisation. Chaque fois que quelqu'un rentre en contact avec la Fondation, il passe dans cette boucle-là, qui est une boucle infinie en théorie. Tu vas te faire catégoriser donateur, non donateur, participant des activités, etc. Tu reçois ta série de communications, puis à partir de là, bien, il essaie de développer une relation avec toi qui va faire en sorte que tu vas faire un don. Donc, c'est très, très systématisé, procédural, mais c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Donc, leurs buts à long terme ne sont pas encore rendus là, mais ils veulent vraiment évoluer d'une segmentation vers un profil. OK? Je ne me souviens plus du terme que tu as utilisé tantôt, individualisation, je pense. Bien, c'est un peu ça. Okay? Ils veulent évoluer vers un segment qui contient une personne. Okay? Donc, quand ils vont te parler, ou quand ils vont me parler à moi, ils vont parler à Alexandre. Quand ils vont parler à d'autres mondes, ils vont parler à une personne. Donc, vous allez être vraiment du contenu personnalisé par rapport à ce que vous aimez et ce que vous faites par rapport avec l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, un peu d'autres initiatives aussi au niveau du marketing relationnel qu'eux ont mis en place. Donc, sont très, très orientés les activités, les dons en ligne, publi-postage. Ils font encore beaucoup d'imprimés, qui est une façon très, très normale aussi d'aller chercher des dons. Donc, c'est vraiment tout ça ensemble qui fait en sorte qu'ils sont capables de lever, je pense l'année dernière, je pense que c'était 13 millions ou 14 millions là, de dons en une seule année. Okay? Donc, ça a un impact direct là, sur leur raison d'agir. Les résultats, après cette campagne-là, qui était plus qu'une initiative, 40 d'acquisition de nouveaux contacts de 2013 versus 2014. 40 plus de gens avec qui ils peuvent parler, 40 plus de gens avec qui ils peuvent aller chercher des dons. Pour un organisme sans but lucratif, c'est majeur. Il y a un impact majeur sur les visites de leur site Web. Ils ne voulaient pas que je révèle le chiffre, donc j'ai mis impact majeur, mais c'est relativement gros. Puis ils ont des contacts beaucoup plus engagés, donc ils vont chercher beaucoup plus de dons. Okay? Donc, vous voyez, dans le cas de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, le marketing relationnel est vraiment
venu les aider à rendre leur mission plus facile et plus efficace. Ça va? Deuxième cas, là, on va arrêter de parler pas des sentiments, mais des émotions, puis on va tomber dans quelque chose d'un petit peu différent, la musique. Okay? Steve's Music Store. Qui connaît Steve's Music Store dans la salle? Ah, quand même pas mal de gens. C'est pour ceux qui ne sont jamais allés ou qui ne savent pas c'est qui Steve's Music Store, c'est juste à côté, là. Fait que moi, je vous inviterai à y aller parce qu'honnêtement, c'est une expérience assez spectaculaire. Ouais, non, ils n'ont pas de carte de fidélité là-bas. Puis, c'est pas un Apple Store non plus. Hein? Fait que quand vous allez rentrer chez Steve's Music Store, attendez-vous pas à avoir un environnement tout blanc, immaculé, très, très bien organisé, là. Vous allez voir, j'en parle un peu du pourquoi que c'est comme ça, mais non, fait que soyez pas surpris, là. Il y a de la poussière, puis c'est ça. Donc, fondé à Montréal en mai 1965, Steve's Music Store, c'est pas nécessairement une grosse chaîne, mais c'est quand même 4 magasins. Montréal, Toronto, Ottawa et plus récemment Greenfield Park. Donc, puis Steve's, juste par le fait que vous avez levé votre main là, aujourd'hui, tout le monde connaît Steve's, spécialement les musiciens de rock. Donc, c'est vraiment une force majeure dans l'industrie canadienne là, au niveau de la musique. Les défis de Steve's Music Store, puis pourquoi ils ont décidé d'aller vers un marketing un peu plus relationnel, leur existence fait en sorte que leur marque forte, leur identité de magasin, leur personnalité fait en sorte que c'est quelque chose qui était très difficile à mettre en marketing. L'expérience magasin de Steve's Music Store, quand tu rentres là, tu te fais servir par d'autres musiciens, ils te recommandent des instruments, tu es dans une ambiance. Comment tu fais pour prendre ça puis créer une relation avec quelqu'un sur Internet, au niveau numérique? Bon, c'est ça qu'il y avait de la difficulté à faire. Internet étant un médium très, très froid, comment on fait pour prendre une marque comme Steve's puis faire du marketing relationnel pour rentrer en contact avec les musiciens, avec les bassistes, avec les guitaristes? Bien, c'est un peu ça que je suis venu vous expliquer qu'on a fait. Ils ne voulaient pas perdre son identité, leur identité. Ils voulaient continuer à avoir un peu leur force majeure au niveau de la musique, au niveau du Canada. Première chose pour Steve, ce qu'ils ont mis en place, Facebook. Okay, quand j'ai pris l'image, c'était à 95 700 followers. Okay, on s'entend, c'est 4 magasins. Là. Okay, ben, 3 plus un qui vient d'ouvrir récemment. Quand j'ai regardé hier, il était à 99 000. Donc 100 000 followers pour une chaîne qui a 4 magasins, on s'entend que c'est quand même bien. Là. Je ne sais pas qui dans la salle a 100 000 followers sur sa page Facebook, mais je suis sûr que tout le monde voudrait en avoir 100 000. Okay, bien, eux autres, la raison pourquoi ils ont focusé là-dessus, ils veulent avoir une stratégie de marketing relationnel, rentrer en contact avec les gens. Ils ne veulent pas vendre des instruments. Bien, ils veulent vendre des guitares, mais le but premier, c'est de se positionner dans l'industrie de la musique, échanger avec les musiciens, créer une conversation. Puis après ça, bien, s'ils peuvent leur vendre une guitare, puis une bass, puis un drum, bien, tant mieux. Okay? Fait que vous allez voir, si vous allez sur la page Facebook de Steve's, c'est très, très rare qu'il y ait des promotions de prix. Ça va être toutes des shows. Il y a un show à Toronto de tel groupe de musique. Il y a un show à Ottawa de tel groupe de musique. Okay? Ils se positionnent dans leur communauté comme une place centrale où les gens peuvent interagir, entrer en relation avec Steve et ou entre eux. Puis de cette façon-là, c'est un peu comme ça que Steve vient pour faire sa marque puis garder sa marque très, très forte sur Internet. Okay? Donc, je vous répète, 100 000 followers, puis ils n'ont pas fait ça en très, très longtemps. Là. Okay? Je pense que ça fait 2 ans. Là. Fait que c'est quand même pas pire. Une autre chose que Steve a fait au niveau marketing relationnel, c'est peut-être un peu moins marketing relationnel, mais moi, je trouve ça important dans une stratégie de prendre en compte aussi les magasins. Okay? C'est quand même un point de contact avec notre client. Puis, je pense que c'est important de leverager ça. Puis, eux, ce qu'ils ont fait, c'est toutes les visites virtuelles. Donc, je ne sais pas, moi, tu es quelqu'un en Abitibi, tu entends parler de Steve's Music Store. Wow, quel beau magasin! Bien, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, regarde, tu veux le voir, bien, tu peux te promener dans le magasin de Steve's Music Store. Ils font ça à toutes les années, okay, dans chacun de leurs magasins, ils leur font faire. Okay, puis c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés, là, ça c'est juste la section guitare. Là. Vous voyez, il y en a plein, plein, plein. Puis quand vous allez dans la section drum, bass, écoute, c'est immense comme magasin, puis c'est organisé, mais en étant désorganisé. Donc ça a un look particulier, puis encore là, ils peuvent entrer en relation avec leurs clients de cette façon-là. Donc la personne en Abitibi ou ailleurs, dans le fond, au Canada, peuvent avoir l'expérience de ce que c'est Steve's Music Store. Quand je vous dis que ce n'est pas un Apple Store, c'est ça, c'est pas blanc. Le site web de Steve's Music Store, l'infolette de Steve's Music Store, ils ont beaucoup pensé à comment approcher leurs clients.
les musiciens, ils n'ont pas tendance à être très, très pro-marketing. OK? Même totalement le contraire. Donc, dans toutes leurs initiatives de marketing, ils essayent de garder un look, puis encore là, d'agir comme agent informateur. Donc, entrer en relation avec les musiciens en leur parlant de leur musique ou de groupes qui pourraient les intéresser. Donc, vous allez voir, le site, il est très, très noir. OK? Il n'est pas au goût du jour. Il n'est pas moderne. Il est comme les musiciens de Steve, des rockers, des gens de métal, OK, qui vont aimer ce type de communication-là. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire en arrière, là, mais le groupe de musique, c'est Children of Bodom. Là. Je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui connaît ce groupe-là ici? Ouais, c'est très, très niche comme musique. Mais encore là, c'est la preuve que Steves, ils connaissent très bien leur clientèle. OK? Eux, sur des courriels de ce type-là, ils ont des taux d'ouverture que je ne partagerai pas, mais tout le monde serait envieux de leur taux d'ouverture et de leur taux d'engagement face à leur courriel. Parce que tous les gens, les clients, les prospects de Steve savent que Steve va leur envoyer de l'information pertinente. Ils vont le changer si tu es un guitariste versus si tu es un bassiste, parce qu'ils savent que, ou un drummer, ils savent que les drummers n'aiment pas nécessairement recevoir le même type d'information qu'un guitariste. Ça a l'air nono peut-être pour les gens externes, mais c'est vraiment deux types de personnes. Donc encore là, Steve, vous avez vraiment compris l'importance d'entrer en relation, comprendre son client, puis d'après ça, lui donner à ce client-là l'information dont il veut et de rester pertinent. Okay? Fait que ça, c'était pour Steve. Après ça, à la fin, on pourra poser des questions, vous poser des questions sur tous les cas qu'on a fait. Discount Québec. On change encore un peu d'angle. Discount Québec, une entreprise qui est relativement connue, okay? Donc qui est partout au travers le Canada, donc plus de 300 succursales. Okay? Il y en a même en Australie. Ça a été fondé en 1980. C'est une entreprise qui a subi, pas l'entreprise, mais l'industrie de la location automobile. C'est une entreprise qui a été très, très affectée par le virage numérique, on va appeler ça comme ça. Donc, c'est une entreprise qui a fallu qu'ils se redéfinissent rapidement. Puis, c'est une entreprise qui a une compétition très féroce. Donc, quand je vous ai mentionné discount tantôt, dans votre tête, c'est sûr qu'il a sorti au moins 4 autres marques d'une entreprise qui leur font compétition. Okay? Je ne les nommerai pas, mais c'est facile à identifier. Okay? Donc, Discount, ils ont décidé d'utiliser une stratégie de marketing relationnel pour venir pallier à ce problème-là. Cette industrie-là est beaucoup, beaucoup basée sur le prix. Donc, quelqu'un qui va vouloir louer une automobile, okay, pas qu'il s'en fout un peu avec qui loue, mais lui, ce qu'il veut, c'est, ou elle, ce qu'elle veut, c'est le plus bas prix. Okay? Elle veut louer un véhicule, se déplacer du point A au point B. Donc, comment tu fais quand tu es discount pour aller fidéliser ces gens-là puis les engager? Okay? Quand la personne, tout ce qu'elle veut, c'est le prix moins cher. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait avec Discount. Donc, première chose, vous vous rappelez Steve, j'ai mentionné que Steve ne faisait aucune promotion sur les produits, sur les prix. Vraiment focusait tout sur le contenu, l'information, la relation avec le client. Bon, bien, eux, ils font totalement le contraire. Okay? Donc, eux, ils se sont dit, ben, moi, je vais laisser toute ma compétition focusée sur l'aspect communautaire puis les relations, puis je vais me mettre à la fin de mon parcours consommateur. Okay? Je vais aller chercher, en anglais, ils disent le low-hanging fruit. Okay? Je vais être top of mind. Quand quelqu'un va chercher dans Internet location d'auto, je vais être là, par exemple. Okay? Fait que vous voyez, là, au niveau de l'acquisition de clientèle, eux, la relation, ils n'en veulent pas. Okay? Un coup que tu vas être client, par exemple, là, ils vont mettre le paquet pour te garder. Au niveau de l'acquisition, il n'y a pas de relation. Tout est dans le besoin instantané. Ça c'est une vraie page Google. Si tu fais location d'auto dans pas mal n'importe quelle région au Québec, okay, Discount est là au moins 3 fois. Des fois même 4 sur leur marque anglaise. Okay? Fait qu'on s'entend que les chances que quelqu'un loue un auto chez Discount sont beaucoup améliorées. Un coup que ça c'est fait, bon, ils vont vous amener un peu dans leur écosystème, site web, site mobile, facilite un peu les interactions au niveau du relationnel avec leur marque. Encore là, comprendre son client. Eux, ils ont remarqué qu'il y avait des clients qui voulaient réserver beaucoup en ligne, qui voulaient le faire par mobile, un peu comme le restant des industries. Puis, ils ont aussi un penchant ou un pendant SMS. Donc, ils vont utiliser beaucoup l'SMS pour confirmer des réceptions, entrer en relation avec leurs clients. Un coup qu'il y a eu une location, dire « Écoute, tu as oublié ton porte-monnaie dans l'auto », des choses comme ça. Okay? Encore là, pour fidéliser. Ça, c'est le processus. Okay? Ça a l'air de nous, mais ça, c'est toute la connaissance client de Discount.
OK? Chaque point, un coup que tu as loué une voiture chez Discount, OK, est utilisé pour rentrer en contact. Tantôt, je vous ai dit qu'ils ne mettaient pas de poids sur la partie acquisition de clientèle et entrer en relation, mais un coup que tes clients, ils veulent te faire redevenir client. Donc là, ils embarquent vraiment leur relationnel. Ils vont embarquer leur programme de fidélité Discount Plus. Puis ils vont utiliser chacun des points de communication, par exemple le courriel de réservation, le remerciement, sondage, satisfaction de la clientèle, pour engager une relation avec leur client, puis vraiment entrer en interaction avec celui-ci. Okay? Puis ça, c'est vraiment l'aspect qu'ils vont utiliser puis qu'ils ont tout systématisé. Okay? Tout ça, c'est automatisé. Quand un client fait une réservation chez Discount, à partir du moment où il a fait sa réservation, toutes ces communications-là sont déclenchées en fonction de s'il a acheté, par exemple, une voiture, ou s'il a loué une voiture, s'il a loué un camion, c'est-tu sa deuxième fois qu'il l'a loué, c'est-tu sa première fois. Est-ce qu'il est membre du groupe Discount Plus? Est-ce qu'il n'est pas membre du groupe Discount Plus? Client VIP, pas client VIP. Vous comprenez un peu le principe. Mais eux, ils ont vraiment systématisé toute cette approche-là. C'est du marketing relationnel, mais on s'entend. Puis pour faire ça, il faut que tu connaisses très bien ton client et tes cycles d'achat. Mais un coup que ça s'est mis en place, on s'entend que là, c'est une machine. Okay? Quand il y a un client qui rentre chez Discount, il fidélise, il essaie de le faire redevenir client, etc., etc., etc. Ça va? Un exemple un peu de communication. Là, on s'entend leur look de leur infolette, c'est so-so. Ils sont en train de le refaire. Mais le point, c'est de dire les infolettes vont contenir de l'information qui va être pertinente pour la personne. OK? Donc, ceux qui vont être membres, c'est plate qu'il n'y a pas de pointeur. Hein? Ceux qui vont être membres du groupe Discount Plus, par exemple, vont voir les dollars discount. Ils vont voir s'ils sont membres du groupe Privilège ou non. Ils vont avoir de l'information sur des promos. Si tu es quelqu'un qui loue la fin de semaine, tu vas avoir des promos plus de semaines, vice-versa. Ils vont essayer peut-être de faire des ventes croisées. Si tu es quelqu'un qui va louer un camion, ben, tu vas recevoir de l'information. « Hey, as-tu pensé à louer un véhicule? » Puis tout ça d'une manière automatisée. OK? Fait qu'encore là, le point, c'est pas de faire Big Brother. Tantôt, on avait eu une question, est-ce qu'on utilise les données clients, puis est-ce que c'est Big Brother? C'est pas Big Brother, le but, c'est d'être pertinent. T'sais, tout le monde dans la salle ici préfère recevoir un courriel ou une communication ou un publi-postage qui est personnalisé avec son information. Moi, si je ne suis pas intéressé, si je n'ai pas d'enfant, on ne va même pas de promo de couche. T'sais, ça ne sert à rien. Okay? Fait que dans le fond, c'est les entreprises qui ont compris ça, puis qui font bien le marketing relationnel, puis qui rentrent en contact avec leurs clients d'une manière pertinente, mais c'est eux qui gagnent. Okay? Les clés du succès, pas très compliqué. Première chose, approche graduelle. Donc, essayez pas de tout implanter une stratégie de marketing relationnel tout d'un coup. Essayez pas de comprendre tous vos clients. Vous allez aller nulle part. T'sais, commencez par peut-être un point d'interaction, puis comprenez-le très bien. Par exemple, dans le cas de Discount, on aurait pu dire, bon, mais nous, on s'attaque vraiment à la partie relationnelle ou à la partie réservation. Puis un coup qu'on va avoir vraiment, vraiment bien compris ces interactions-là, bien, on va y aller vers un autre aspect. Puis un autre aspect. Je suis sûr que chez Vidéotron, vous n'avez pas fait tout d'un coup. Vous êtes allé par étapes. Donc, c'est un peu la même chose. Okay? Donc, allez-y avec une approche graduelle. Deuxièmement, on en a parlé tout ce matin, il faut connaître ses clients. Si on met en place des stratégies de marketing relationnel et qu'on ne comprend pas c'est qui nos clients, oubliez ça. Okay? Donc, il faut comprendre ses clients ou au moins essayer de les comprendre. Ce n'est pas grave si on ne les comprend pas la première fois, mais d'avoir un processus qui va nous permettre d'accumuler du data, comprendre ces gens-là, puis c'est ce data-là qu'on va utiliser pour personnaliser dans le futur nos communications. Troisièmement, la pertinence, j'en ai parlé. Si tu m'envoies une promo de couche puis je n'ai pas d'enfant, c'est pas pertinent pour moi. Tu viens de gaspiller ton interaction avec ton client. Puis même, peut-être pire, tu n'as peut-être pas juste gaspillé ton interaction avec ton client, tu l'as peut-être aliéné d'un certain sens. Tu dis, bon, mais ce brand-là, il s'en fout un peu de moi, il m'envoie n'importe quoi. Okay? Donc, ça vaut la peine encore d'investir dans la connaissance client et d'être très, très pertinent. 4, outils, automatisation. Vous ne pouvez pas faire un schéma, par exemple, comme Discount, puis tout gérer ça à la main. Okay? Ça ne se fait pas. Vous pouvez probablement faire quelques interactions, quelques mécanismes à la main au début, mais quand ça va prendre un peu d'ampleur, puis vous allez vouloir aller plus loin, par exemple, comme Steve qui va changer ses messages en fonction de s'il est un guitariste ou un drummer, bien, ça se fait semi-automatiquement. Donc, ça vaut la peine, là, si vous voulez vous embarquer dans une stratégie de marketing relationnel, d'investir dans des outils, dans des consultants, des gens qui savent ce qu'ils font pour vraiment vous accompagner et vous aider là, dans votre processus. Y a-t-il des questions? J'ai parlé vite.
pour l'Institut de cardiologie, tantôt, j'ai intéressé par rapport au fait de souvent les fondations, tu as parlé qu'ils font encore beaucoup de publi-postage, évidemment, parce que c'est comme un peu dans les mœurs là-dedans. Ce qui amène aussi des donateurs souvent âgés, ils se retrouvent avec une problématique il faut qu'ils rajeunissent leurs donateurs. Tu t'enlignes avec, je ne sais pas si c'est une campagne d'acquisition ou de rétention, tu es dans des médias, je ne sais pas, j'ai pas eu de détails sur le marketing puis la stratégie multicanale qui a été employée. Ça aurait été le fun d'en avoir. Par contre, j'aurais aimé, au niveau des résultats, est-ce que ça les a aidés à rajeunir leurs donateurs? Quel genre de résultats? Comment ça s'est conclu, cette histoire-là? Oui, bien, ça a rajeuni les donateurs. Puis la présentation complète de la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, elle a été faite au début de l'année, donc un cas beaucoup plus complet. Moi, ce que j'ai rapetissé un peu, bien, ça a été fait dans le cas du ICOM, notamment avec M. Ricoul qui est en arrière, là. Fait que si jamais ça t'intéresse, laisse-moi des coordonnées, je vais t'envoyer la présentation complète, on pourra en discuter. Puis, effectivement, ça l'a aidé à rajeunir les donateurs. Okay? Donc, un de leurs problèmes à eux, c'est justement que les donateurs vieillissent et décèdent. Okay? Donc, c'est un peu plate, mais c'est ça. Fait qu'avec des stratégies de courriel, médias sociaux aussi que je n'ai pas parlé, ils ont été capables d'aller chercher des nouveaux donateurs. Okay? Donc, dans le 40 il y a beaucoup de nouvelles personnes, plus jeunes, oui, définitivement. Moi, j'aimerais revenir sur le cas de Discount. Le marketing relationnel qui a été fait est très orienté B2C. On pense à l'individu qui va louer une voiture ou un camion pour son déménagement. Est-ce que le marketing relationnel est fait aussi dans un contexte B2B pour Discount? Si oui, est-ce que c'est les mêmes règles qui s'appliquent et les résultats obtenus sont lesquels? Oui, il y a l'équivalent au niveau B2B. Ce que la majorité des gens ne connaissent pas au niveau des entreprises de location automobile, la location automobile, c'est un peu une excuse. Okay? Donc, je m'explique. Ils louent des autos pour 6 mois, puis après ça, ils les revendent. Okay? Donc, ils ont un gros cycle de volume. Ils paient les autos tellement pas cher qu'ils font de l'argent aussi sur la revente de ce véhicule-là dans le marché d'occasion. Donc, soit au niveau commercial ou dans différents parcs automobiles. Donc, oui, il y a une stratégie de marketing relationnel. Je n'ai pas le droit de la partager. Pour des raisons de compétitivité évidentes. Mais si jamais tu as des questions spécifiques, je pourrais y répondre. Mais le relationnel fonctionne aussi en B2B. C'est juste différentes façons. Ça part encore par le fait de dire, bon, connaître son client, quoi lui dire, identifier ton parcours du client, puis avoir des interactions à chacune de ces étapes-là. Bonjour. Salut. On parle beaucoup de données pour fidéliser qui sont basées sur l'utilisation. C'était le cas de Vidéotron, c'est le cas aussi beaucoup des cas qu'on a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas l'information? Parce que si on ne l'a pas, on ne peut pas savoir. Tu donnais l'exemple d'une couche. Si les couches ne sont pas achetées chez nous, on ne sait pas, le consommateur. Peut-être qu'il y a une famille, mais on ne le saura jamais. Fait qu'on ne peut pas aller le fidéliser lui. On le perd à notre compétiteur. Puis en même temps, deuxième partie de ma question, dans un monde où maintenant, presque toutes les compagnies essaient de fidéliser, ils ont tous des programmes, ils ont tous quelque chose, comment on peut se différencier? Parce que ça devient plus un... par exemple, les cartes de loyauté, j'en parlais à midi, tout le monde en a 6 dans les poches. Fait qu'est-ce que ça change maintenant? Comment on peut utiliser l'information? C'est compliqué comme question, ça, parce que dans le fond, c'est ça, c'est ce que tout le monde cherche à faire. Moi, à quoi je reviens, c'est ton premier penchant de ta question, c'était de revenir à mon exemple de couche. Si tu m'envoies un courriel de couche puis ça ne m'intéresse pas, bien, c'est pas vraiment pertinent. Le truc, c'est de commencer générique. Okay? Donc, y aller un peu moins avec des promos agressives, un peu plus vers le contenu. Puis, il y a des technologies sur le marché qui vont te permettre d'identifier puis créer des profils clients. Okay? Pas seulement au niveau de l'interaction avec un courriel, mais de l'interaction avec, par exemple, ton site web, même d'une manière anonyme. Okay? Tu ne connais pas encore c'est qui, tu connais pas encore c'est qui, tu ne peux pas nécessairement lui parler encore, mais tu es capable de savoir que cette personne-là, bon, ben hop, elle va plus souvent dans ta section famille ou plus souvent elle interagit avec toi sur des posts de tel type. Fait que déjà, même si on ne la connaît pas, on est capable de commencer à créer un petit profil, puis au fur et à mesure, bien, tu deviens de plus en plus spécifique. C'est sûr, ce n'est pas de la magie, vous ne l'aurez pas du premier coup, mais au moins, ça permet au fil de 2, 3, 4, 5, 6 mois d'être de plus en plus pertinent. La deuxième question, bien, ça, il faut que tu sois original, il faut que tu comprennes ta clientèle, faut que tu sois créatif. C'est juste des méthodes de communication, de relationnel. Après ça, il faut que tu aies des idées, puis tu les appliques. Il n'y a pas de recette de succès. Là. Merci. D'autres questions?
Ben merci. Merci beaucoup.